Bonjour à tous, bienvenue sur Balade Parisienne, la chaîne qui vous fait découvrir Paris à travers son histoire et son patrimoine. Si chaque quartier a son monument phare, il en possède d'autres tout aussi intéressants. Je vous invite à les découvrir. Le passage Ben Hayyad relie la rue Bachaumont à la rue Mandar au sud et à la rue Léopold-Bellan au nord. Le passage porte le nom du riche propriétaire tunisien, le général Mahmoud Ben Hayyad. Un autre passage existait à cet emplacement, le passage du Saumon, ouvert en 1763. Sauf que ce dernier était à ciel ouvert. Son nom évoquait le marché aux poissons de la rue Montorgueil. Le passage fut couvert et réaménagé par l'architecte Hubert Rehaut de Fleury en 1828 suite à la demande de la société Rohart et compagnie. Il se constituait de 4 allées. Une allée principale de 175 mètres de longueur qui reliait les rues Bachaumont et Montorgueil. Perpendiculairement à cette allée principale, la galerie Mandar, seule existante de nos jours sous le nom de Ben Hayyad, reliait la rue Mandar et la rue Saint-Sauveur, l'actuelle rue Léopold-Bellan. La galerie des Bains reliait la galerie Mandar et le passage du Saumon par le nord. Et enfin, la galerie du Salon reliait la galerie Mandar et le passage du Saumon par le sud. Le passage connut un important succès, plus par son pouvoir d'attraction que par sa situation, vu qu'il ne constituait pas particulièrement un raccourci ou une liaison commode entre deux rues. À sa création, le passage abritait d'agréables boutiques, un établissement de bain public situé autour d'un jardin, le théâtre Molière et la salle de bal l'Athénée centrale, ouverte tous les soirs et les dimanches. Une boutique vendait des chapeaux de fantaisie dits à la girafe en raison de leur hauteur. Cette mode suivait alors de près l'actualité car les Parisiens découvraient pour la première fois un animal de cette espèce présenté au Jardin des Plantes. Le passage fut acheté en 1853 par le général tunisien Mahmoud Ben Hayyad, dit Ben Hayyad, qui lui céda son nom dans le but de réaliser un bazar à l'oriental qui ne vit jamais le jour. Le déclin du passage, à la fin du Second Empire, incita le fils du général à le faire démolir en 1899. Le passage était une succession aléatoire de corridors et de cours, ouvertes ou couvertes de petites verrières. Dans l'une d'elles, un plaquage de pilastres à chapiteaux égyptiens constitue le dernier vestige des bains publics. Le passage Ben Hayyad est aujourd'hui peu entretenu et fermé au public. La rue Bachaumont commence rue Montorgueil et se termine rue Montmartre. Elle mesure 174 mètres de long et 12 mètres de large. La rue tient son nom du littérateur Louis Petit de Bachaumont, né le 2 juin 1690 à Paris. Fils de Charles Petit, auditeur à la Chambre des comptes, et de Charlotte de Billy, Louis Petit est élevé à la cour par son grand-père, Guillaume Petit, médecin du prince de Conti, puis du Dauphin, et seigneur de Bachaumont, à La Ville-Tertre, dans l'Oise. Après la mort de ce dernier, il hérite du fief de Bachaumont, qu'il revendra rapidement. Vers 1730, Louis Petit se lie avec Marianne Doublet, de 16 ans son aînée, veuve d'un secrétaire des commandements du roi Jean, et partage un appartement dépendant du couvent des filles de Sainte-Thérèse. Bachaumont était l'animateur du salon de Marianne Doublet, qui attirait une trentaine d'habitués, au nombre desquels, outre le frère de l'hôtesse, l'abbé Legendre, Dourtot de Méran, Lacurne Saint-Palais, Piron, Mirabeau, l'abbé de Voisenon, Falconet, Foncemagne, le comte d'Argental, l'abbé Chauvelin, l'abbé Xopy, etc. Le nom de Bachaumont reste attaché au célèbre mémoire secret tiré de ses nouvelles écrites à la main. D'après Christophe Cave, le véritable rédacteur en a été son secrétaire, Pidanza de Mérobert. Les 36 volumes donnent une superbe documentation sur la vie littéraire du XVIIIe siècle. Son nom reste aussi attaché au sauvetage de la colonne astrologique construite à la demande de Catherine de Médicis. En effet, quand l'hôtel de Soissons, situé dans le quartier des Halles, fut vendu en 1740 et promis à la démolition, Bachaumont racheta la colonne et la donna plus tard à la municipalité. Louis Petit décéda le 29 avril 1771, 15 jours avant sa compagne.
Peu de temps avant sa mort, ses proches tentèrent de l'apaiser en lui parlant des consolations de l'Église. Bachaumont répondit qu'il ne se sentait pas affligé. Un prêtre se présenta à lui pour écouter sa confession, et le mourant se contenta de répondre « Monsieur, vous avez bien de la bonté ». Et lorsqu'il reçut l'extrême-onction, il grimaça « Fi, l'horreur !» Tout ça pour vous indiquer la personnalité de Bachaumont. La voie fut ouverte en 1899 sur des terrains d'Ahmed Ben Hayyad, fils du général Mahmoud Ben Hayyad, achetés par vente sur licitation le 18 juin 1884 à l'emplacement du passage du Saumon. Elle prend sa dénomination actuelle par arrêté préfectoral du 7 décembre 1900. En octobre 2014, une plaque est installée au croisement des rues Bachaumont et Montorgueil pour rendre hommage à Bruno Lenoir, cordonnier, et Jean Diot, employé de maison, arrêté le 4 janvier 1750 et brûlé vif en place de Grève le 6 juillet de la même année, pour avoir été reconnu homosexuel. Il s'agit de la dernière exécution pour homosexualité en France. Numéro 10. Si la corporation des maîtres charcutiers de Paris remonte au XVe siècle, ce n'est qu'en 1805 que la profession reçoit des statuts modernes sous le nom de bureau de commerce de la charcuterie. Ce bureau est transformé en chambre syndicale l'année même où est fondé le syndicat général de la charcuterie française en 1881. Après plusieurs adresses dans le quartier des Halles, le syndicat général, qui a adopté des statuts de fédération, décide en 1900 de se construire son propre immeuble. L'architecte Jules Michel édifie un immeuble de type industriel où les verrières des 3 premiers étages sont prises dans un quadruple plaquage d'arcades sous un balcon ondulé filant sur toute la longueur de la façade. Imitation inattendue des tribunes ondulées des églises baroques. La même ferronnerie Art Nouveau orne ce balcon, ceux du premier étage et le balcon filant droit du 5e étage qui donne sur des bureaux. Un soin particulier est également consacré à l'accueil à l'intérieur. Le vestibule et l'escalier monumental à 3 rampes, éclairés par un vitrail aux lignes souples, très 1900, représentant une fermière qui nourrit des animaux de bas secours, sont entièrement recouverts jusqu'au plafond de réclames pour des charcutiers gravés en lettres d'or sur des fonds de faux marbre, les principaux donateurs. Le plafond est orné d'un ciel peint. L'ensemble du bâtiment est inscrit au monument historique depuis le 13 avril 1987. Dans Le Petit Chose d'Alphonse Daudet, publié en 1868, le magasin de porcelaine de M. Pierrotte, le père de la fille dont le héros est amoureux, se situe dans le passage du Saumon. Je vous cite un petit extrait. « Quand Pierrotte avait 20 ans, si on lui avait prédit qu'un jour il succéderait à M. Lalouette dans le commerce des porcelaines, qu'il aurait 200 000 francs chez le notaire et une superbe boutique à l'angle du passage du Saumon, on l'aurait beaucoup étonné. » Dans L'éducation sentimentale de Gustave Flaubert, publié en 1869, Frédéric Moreau, le héros, prend un café dans un estaminet du passage du Saumon. Dans Histoire d'un crime de Victor Hugo, publié en 1878, le paragraphe 4 du chapitre 4 se déroule passage du Saumon. Je vous cite un tout petit extrait. Jean Tissard avait miraculeusement échappé, ainsi que Charpentier, et un troisième, dont on n'a pu retrouver le nom. Ils se glissèrent le long des maisons et arrivèrent au passage du Saumon. Les grilles qui ferment le passage la nuit n'atteignent pas jusqu'au cintre de la porte. Ils les escaladèrent et enjambèrent par-dessus les pointes au risque de s'y déchirer. Jean Tissard fit l'escalade le premier. Parvenu en haut, une des lances de la grille traversa son pantalon, l'accrocha, et Jean Tissard tomba, la tête en avant sur le pavé. Il se releva, il n'était qu'étourdi. Les 2 autres le suivirent, se laissèrent glisser le long des barreaux, et tous 3 se trouvèrent dans le passage. Une lampe qui brillait à l'une des extrémités l'éclairait faiblement. La rue Mondart commence rue Montorgueil et se termine rue Montmartre. Elle mesure 162 mètres de long et 7,7 mètres de large. Hormis à ses extrémités, la rue Mondart n'est rejointe ou traversée par aucune autre voie. Comme le reste du quartier Montorgueil, la rue Mondart est une voie semi-piétonne. Le sol se compose de pavés.
La rue porte le nom de l'architecte Charles-François Mandar, qui y habitait et avait dessiné les immeubles riverains, qui sont tous semblables et correspondent à l'idéal égalitaire de la Révolution. Entre 1772 et 1777, Mandar étudie à l'École royale militaire de Paris, où il apprend les mathématiques, l'architecture civile et l'art des fortifications. Jusqu'en 1780, il est employé comme ingénieur géographe au département des Affaires étrangères à Versailles. Puis, pendant 3 ans, il travaille avec le général Montalembert sur la construction du fort d'Aix, sur lequel il a ensuite retravaillé à sa remise en état pendant la Révolution. En 1783 jusqu'en 1786, il est enseignant d'architecture civile et de fortification à l'école militaire de Pont-de-Voix, près de Blois. À partir de 1787, il poursuit une carrière d'architecte et se tourne vers une clientèle privée en construisant des maisons à Paris et dans les environs. Il réaménage le jardin et construit le pavillon chinois du château de Madon vers 1790. La même année, pour la fête de la Fédération, il a proposé à l'Assemblée constituante de se servir du terrain vague se trouvant entre l'école militaire et la Seine, appelé Champ de Mars. Il est nommé premier dessinateur pour les travaux des installations nécessaires à cette fête. Il projette en 1792 à Rueil-Malmaison une résidence de campagne pour l'actrice Louis-Rosalie Dugazon, la maîtresse de Jacques-Jean Lecouteux. Projet non réalisé. Le 20 septembre 1793, il est nommé membre de la Commission des Arts auprès de la Convention pour ce qui concerne l'artillerie et le génie. Il est envoyé en mission à Harfleur, puis en Hollande. Dans le même temps, il devient chef adjoint du dépôt des cartes et plans de la Commission des Travaux publics. Le ministre de l'Intérieur, Pierre Bénézec, lui accorde le titre d'ingénieur ordinaire des ponts et chaussées en 1796 avec la charge d'enseigner l'architecture. Il y sera professeur jusqu'en 1820. Il est nommé ingénieur en chef de 2e classe en 1805 et de 1re classe en 1811. Il a conservé le titre de professeur honoraire jusqu'en 1830. La rue est créée sous l'impulsion de Jean-Barthélemy le Couteux de Canteleu entre 1792 et 1795 sous le nom de cour Mandar et fermée à chaque extrémité par une grille de fer. Lors de l'édification des immeubles, Charles-François Mandar exclut tout souci d'esthétisme ou de variété. Les 17 immeubles de la rue s'alignent en reproduisant à l'identique ou presque le même schéma formel d'une grande austérité. Cette absence de créativité explique que ce modèle d'urbanisme n'ait pas eu de postérité. La voie devient une rue ouverte le 11 août 1803 et prend son nom actuel. Numéro 7. Giacomo Casanova, l'aventurier vénitien, y fit un bref séjour en 1757. Numéro 9. Ancienne demeure de Charles-François Mandar. Numéro 12. L'apothicaire Blaise Borde vécut dans cette maison à la fin du XVIIIe siècle, début du XIXe siècle. Il était célèbre pour sa pommade aphrodisiaque. Le film Rue Mandar de Edith Sebula est sorti en 2012. Charles, Rosemonde et Emma viennent de perdre leur mère et se retrouvent pour les funérailles. Une question les taraude. Faut-il vendre l'appartement de la défunte situé rue Mandar ? Les rôles principaux sont interprétés par Sandrine Kimberlin, Richard Berry et Emmanuel Deveau. Dans le roman de Balzac, Illusion perdue, le journaliste Vernoux habite avec sa famille rue Mandar. Cette adresse est présentée par le romancier comme un signe de misère et de médiocrité. La rue Léopold Belon commence rue Montorgueil et rue des Petits Carreaux et se termine rue Montmartre. Elle mesure 190 mètres de long et entre 7 à 15 mètres de large. La rue a reçu son nom d'un conseiller municipal de quartier, Léopold Belon. Ce dernier naît dans une famille d'artisans modestes. Son père est charretier, cultivateur et fabricant de tonneaux. Sa famille s'installe à Paris vers 1865, où ses parents devinrent commerçants. Il naît pied-beau des 2 pieds. Lors de la Commune de Paris, il se réfugie à Saint-Martin-du-Tertre, dans le Val d'Oise. Il va à l'école Turgot à Paris en 1872-1873. Par la suite, il fait un séjour de 2 ans dans une maison de commerce en Angleterre. En 1889, il crée un commerce de broderie qu'il complétera par les dentelles et les robes.
Il dirigea le journal Le Parlement commercial. Grâce à ses œuvres sociales, il acquiert une notoriété importante dans le second arrondissement, ce qui lui ouvre des portes dans sa carrière politique. À partir de 1893, il est élu au conseil municipal radical-socialiste du quartier du Mail. Il est syndic au conseil municipal de Paris de 1896 à 1900, puis de 1903 à 1908. Il est élu président du conseil municipal de 1910 à 1911 et conseiller général de la Seine. Il est président du conseil général de 1925 à 1926. Cette voie est entièrement bâtie au XVe siècle et se nommait alors rue des Égouts, écrit A-I-G-O-U-T-S, car une branche du Grand Égout la parcourait en partie à ciel ouvert avant de rejoindre la rue, puis le faubourg Montmartre. Le siècle suivant, elle prend le nom de rue du Bout du Monde. Un panneau rappelle que cet odonyme correspond à une enseigne rébus. Un os, un bouc, un duc, l'oiseau, et le monde, représenté sous la forme d'une map monde, qui doit se lire au bout du monde. La rue appartenait à l'ancien 3e arrondissement de Paris de 1795 à 1860. En 1807, les riverains demandèrent et obtinrent que la rue prenne le nom de rue du Cadran. En 1815, les pavés furent exhaussés afin de faciliter la construction d'un égout couvert sur la totalité de la rue. En 1851, la voie fut rattachée à la rue Saint-Sauveur pour en être détachée en 1937 en prenant son nom actuel. Numéro 1. Maison construite en 1744-1745 pour le maître maçon Étienne Regnault, dont les initiales sont visibles sur la barre d'appui en ferronnerie des fenêtres des 3 premiers étages de l'immeuble, côté rue Montorgueil. Depuis le 17 mai 2021, une plaque rappelle l'assassinat de Jean Diot et Bruno Lenoir. Numéro 2. Ancien emplacement de l'auberge au bout du monde. Numéro 17 à 25. Complexe sportif Jean Dame. Au cours de la Première Guerre mondiale, le terrain où se situe l'actuel gymnase était couvert de baraquements pour les tirailleurs sénégalais. Dans les années 1920, Léopold Bellan fit don du terrain de 1300 mètres carrés à la ville, à condition que la municipalité le consacrât à la jeunesse ou à l'éducation populaire. Un projet de construction d'un gymnase, piscine, bain-douche fut présenté en 1936 par M. Arnaud Lanotte, conseiller municipal, sans succès. Le terrain resta vague et fut prêté à une société de boulistes. M. Ponceau, président de la société, partit lorsque le Conseil de Paris adopta le 27 juin 1960 une résolution autorisant la construction d'un gymnase. Le combat fut long et acharné pour réunir les autorisations, les crédits et les bonnes volontés. Derrière cette lutte obstinée, Lucien Gaillard, président de l'OMS, office du mouvement sportif, du second arrondissement, maire adjoint, refusa de baisser les bras. L'architecte M. Pecou débuta les travaux en juillet 1966 et les acheva en décembre 1968. Coût du projet, 550 millions d'anciens francs versés par le ministère de la Jeunesse et des Sports ainsi que par le Conseil municipal de Paris. Jacques Vergier était un commissaire de marine et le président de la Chambre de commerce de Paris. Se retirant entre minuit et 1h, sans laquais et sans lumière, après avoir soupé chez Madame Fontaine, il fut assassiné au coin de la rue du Bout du Monde, aboutissant dans la rue Montmartre, par 3 personnes masquées qui lui tirèrent dans la gorge et le poignardèrent à 3 reprises dans le cœur. La cause de cet assassinat fut d'abord inconnue, car on ne connaissait à Vergier, d'un caractère très doux et d'un commerce très agréable, aucun ennemi. De plus, ses effets personnels ne furent pas dérobés. On pensait peut-être à une méprise, lorsqu'un complice de cartouche, nommé Rosy, connu sous le nom de Chevalier le Craqueur, avoua ce meurtre avec plusieurs autres. Il avait l'intention, avec ses 2 complices, de voler Vergier, mais en fut empêché par une voiture qui passait au moment où il venait de le tuer. Les circonstances de ce meurtre donnèrent lieu à quelques théories du complot accusant le régent d'avoir voulu faire assassiner l'auteur des Philippines et que les aigres fins auraient pris Vergier pour Lagrange Chancel.
Vergier fut inhumé dans l'église Saint-Sauveur, près de Colletet, et des acteurs Gauthier-Garguille, Gros-Guillaume, Turlupin et Belle-Roche. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo de balade parisienne. Si la visite vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. À bientôt pour de nouvelles découvertes et en attendant, passez une agréable journée.